La notion de consentement a pris une importance très grande dans notre tradition, certainement depuis le début de ce qu'on appelle l'époque moderne, à la fois en philosophie et en droit. Très certainement, tout ce qu'on a appelé le contractualisme moderne repose sur cette idée que le critère de légitimation de tout accord politique fondamental, c'est tout de même le consentement des individus qui forment le corps politique. Mais cette idée de consentement est également évidemment très importante dans le droit contemporain, que ce soit les transactions commerciales, aussi tout ce qui concerne par exemple les rapports du patient à son médecin, tout ce qui concerne le domaine de la recherche médicale, etc. Dans le contexte des questions autochtones, la notion de consentement a pris un essor particulièrement important à partir des années 1980, donc plus récemment. Alors que le mouvement autochtone international s'est saisi de ce concept de consentement préalable, libre et informé et a milité pour qu'il fasse partie des grands instruments internationaux qui concernent les droits autochtones. Par exemple, en 1989, la Convention 169 de l'Organisation mondiale du travail inscrit cette exigence, cette reconnaissance du principe du consentement préalable, libre et informé. Il joue également un rôle extrêmement important dans la déclaration de 2007 des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le gouvernement canadien n'a pas voulu pendant quelque temps endosser cette déclaration et lorsqu'il l'a endossée, ils ont maintenu un certain nombre de réserves relativement à ce principe de consentement. C'est tout récemment, donc après l'élection du gouvernement libéral, que le gouvernement canadien a endossé officiellement, de façon pleine et entière, dit-il, la déclaration, y compris le principe de consentement préalable, libre et informé. Alors, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui fait de cette notion de consentement, qu'est-ce qui lui donne une telle importance, quels sont les enjeux, plus particulièrement dans le cas autochtone, et en quoi est-ce que cela peut se raccorder avec des débats antérieurs? Eh bien, on peut le voir assez rapidement en faisant un parallèle qui peut sembler au départ un peu surprenant. Par exemple, si on se rapporte à l'après-Seconde Guerre mondiale, bon, vous vous souviendrez que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des expériences cliniques terribles qui ont été faites par les médecins nazis dans le contexte des camps de concentration sur les prisonniers. Et après l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des déclarations internationales, des appels pour affirmer le droit des patients de façon générale à ne subir de traitement et à n'être des sujets d'expérience qu'à partir de leur droit à donner un consentement préalable, libre et éclairé. Et on peut dire que la notion de consentement dans ce genre de contexte, où il y a un rapport asymétrique entre d'un côté des patients ou par exemple des prisonniers et un certain pouvoir, que la notion de consentement permet de donner des outils de protection, si vous voulez, à la partie vulnérable qui se trouve donc dans un rapport de pouvoir, voire de domination, donc essentiellement asymétrique. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire que le principe de consentement ou la notion de consentement a un pouvoir transformateur, potentiellement transformateur, dans la mesure où elle permet de reconnaître à une partie qui, dans les faits, peut être dans un rapport de pouvoir asymétrique, elle lui reconnaît une certaine forme de protection, une certaine forme de pouvoir qui lui permet donc de rétablir une certaine forme d'égalité entre elles et puis la partie qui, dans un certain sens, a le gros bout du bâton, si on peut le dire de cette façon-là, de façon un peu familière. Alors, donc moi, ce qui m'intéresse au fond de mettre à jour, c'est ce que j'appelle la grammaire du consentement et d'essayer de montrer donc quelles sont les règles, on va dire, fondamentales ou structurelles qui ordonnent le bon usage de ce terme pour essayer de montrer donc à quelles conditions est-ce qu'on peut l'utiliser de façon cohérente. Et
quel est le lien entre cela et l'enjeu des questions autochtones? C'est qu'il y a actuellement un débat assez important sur le sens à accorder à cette notion de consentement, dans la mesure où, dans le contexte des questions autochtones et des projets de développement, plusieurs, dont le gouvernement canadien à l'époque du gouvernement Harper, plusieurs donc contestent cette notion de consentement en disant que reconnaître ce principe d'un consentement préalable, libre et informé a pour effet de donner aux peuples autochtones un pouvoir de veto concernant ces projets de développement et que donc c'est de leur reconnaître un pouvoir démesuré par rapport aux intérêts, on va dire, de la majorité. Par conséquent, il y a tout un débat interprétatif autour de cette notion de consentement sur la question de savoir est-ce que vraiment le consentement suppose ou non de reconnaître un droit de veto à celui qui est reconnu comme un agent de consentement. Moi, ce qui m'intéresse de mettre en lumière, c'est que si on considère ce que j'appelle donc la grammaire du consentement, donc tel que cette notion de consentement est utilisée dans différents contextes, que ce soit juridique, philosophique, etc., c'est de mettre en lumière les règles, si vous voulez, de son bon usage. Et donc, ce que je veux montrer, c'est qu'effectivement, le consentement bien entendu, ou qui suit cette règle du bon usage, suppose effectivement la reconnaissance d'un pouvoir à celui qui est reconnu comme agent de consentement. Quand je dis que le consentement est un pouvoir que détient celui qu'on considère comme un agent de consentement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, supposons que B veut, un agent B, qu'il soit individuel ou collectif, veut faire l'action Z. Je sais que ça a l'air un peu fou de dire ça comme ça, mais allons-y. Donc, supposons que B veut faire l'action Z, on considère qu'il ne peut faire l'action Z ou que l'action Z ne devient permissible que sur la base de l'autorisation de A. Donc, on voit que c'est A qui rend l'action que B veut entreprendre, c'est le fait qu'il y consent, qui la rend permissible, et sans son consentement, à ce moment-là, l'action constitue un tort qui est fait par B à son endroit. Alors maintenant, la question c'est de ça. Donc on voit que le consentement est un pouvoir puisque c'est A qui a le pouvoir de transformer ce qui autrement serait un tort. C'est cet agent-là qui a le pouvoir de transformer cette action en action permissible. Alors la question qu'on peut se poser, c'est en vertu de quoi est-ce que A a ce pouvoir-là? Et la réponse que l'on observe, donc lorsqu'on regarde la façon dont la notion de consentement est utilisée en droit et dans d'autres contextes, c'est toujours en vertu de la reconnaissance d'un droit. Alors par exemple, si moi je suis propriétaire d'une maison avec une entrée, et si vous voulez utiliser mon entrée pour stationner la voiture de votre tante qui est venue vous visiter, normalement, ce qui va rendre votre action permissible, c'est le fait que j'y consens. Et qu'est-ce qui fait que j'ai ce pouvoir de consentir et donc de rendre votre action permissible? Eh bien, c'est en vertu du droit de propriété que j'ai sur ce terrain et sur ce chemin, sur cette entrée. Et donc, c'est le droit, c'est en vertu de ce droit que j'ai que je suis reconnu comme agent de consentement relativement à l'action que vous voulez faire. Alors donc, quand on pose la question du veto, il faut se dire, eh bien, il est évident que si je suis reconnu comme agent de consentement, si c'est moi qui ai le pouvoir de consentir, et si je l'ai relativement à un droit spécifique, eh bien, si on veut maintenant s'interroger sur la portée de ce pouvoir que j'ai de consentir, il faut s'interroger sur le droit en vertu duquel ce pouvoir m'est reconnu. Mais il est clair que si j'ai ce pouvoir de consentir, le pouvoir de consentir suppose bien évidemment le pouvoir de refuser son consentement. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, vous voyez, c'est là où le bon usage du langage du consentement, ce que j'appelle sa grammaire,
ce qui semble inscrit dans l'usage de ce langage, c'est l'idée qu'effectivement, si j'ai le pouvoir de consentir, j'ai aussi le pouvoir de refuser mon consentement et que les deux vont ensemble. Est-ce que ça veut dire que ce pouvoir de refuser le consentement est absolu? Parce que ça, c'est l'argument qui est utilisé par ceux qui contestent l'usage de ce terme ou qui essayent de dire le pouvoir de consentement ne devrait pas supposer un veto absolu. La question, évidemment, est mal posée, peut-être qu'elle est posée en ces termes pour des raisons stratégiques, mais la question est mal posée parce que, évidemment, tout dépend du droit en vertu duquel votre pouvoir de consentir est reconnu. Par conséquent, il faut toujours s'interroger sur quel est ce droit et quelle est l'extension de ce droit, quelle est sa portée, sachant qu'il n'y a pas de droit absolu, c'est très rare, et que, par exemple, si je suis propriétaire de ce chemin, eh bien, mon pouvoir de consentir ne va pas plus loin que le droit de propriété auquel il est attaché. Et on sait bien qu'il peut y avoir des motifs en vertu desquels mon droit de consentir, si je refuse le consentement, peut être dépassé et peut être mis de côté s'il y a des raisons qui sont reconnues comme étant tout bien considérées plus importantes, etc., ou qui ont priorité. Et donc, normalement, on devrait concevoir le problème du consentement dans le cas autochtone de la même façon, et plutôt donc s'interroger sur le droit en vertu duquel le pouvoir du consentement est reconnu ou pas. Mais donc reconnaître aussi que dans la mesure où on reconnaît un droit X, eh bien, il y a en fonction de ce droit-là, il y a un pouvoir de consentir et de refuser le consentement qui est évidemment associé, et que si on décide d'utiliser le langage du consentement, alors on doit accepter ces implications. Et si on le fait tout de même sans en accepter les implications, ben à ce moment-là, on fait quelque chose qui est de l'ordre de la mystification. Donc ça, c'est le point que j'essaye de faire. Alors maintenant, dans le débat actuel sur les questions autochtones, évidemment, il y a la question de savoir si le devoir de consulter, le devoir de consultation que la Cour suprême a reconnu dans la jurisprudence canadienne équivaut, ou comment est-ce que ça se situe avec le langage du consentement, comment est-ce que ça se situe par rapport à ce langage, ce serait plus correct de dire comme ça. À cet effet, il me semble que ça n'est pas équivalent, justement parce que le devoir de consultation ne fonctionne pas de cette façon, dans la mesure où, comme l'a dit Shin Imai, qui est un juriste, je pense qu'il enseigne à Toronto, le devoir de consultation est plus proche de ce qu'il appelle un modèle du infringe and justify. Donc, au fond, on peut enfreindre un droit qui est reconnu, tout simplement. Il suffit après de le justifier. Alors que la logique du consentement ou le langage du consentement, ce qu'il doit essayer de forcer, c'est le fait qu'on doit rechercher le consentement d'abord. Et si on doit aller par-delà un refus de consentir, à ce moment-là, il y a un test de justification qui est beaucoup plus rude à passer et qui ne peut intervenir qu'après que l'on ait effectivement recherché le consentement en discutant avec les interlocuteurs que sont les peuples autochtones concernés. Donc ce qui est très différent évidemment d'un modèle qui revient à infringe and justify, hein, où au fond, les conditions d'interlocution ne sont pas les mêmes dans les deux cas. En tout cas, c'est ce que j'essaye de montrer. Alors ce qui est intéressant dans l'évolution de la jurisprudence de la Cour suprême, et ça nous remet peut-être au cœur du véritable litige qui reste à propos de cette question concernant les droits autochtones, c'est que dans l'arrêt Chilcotin, donc tout récent de 2014, la Cour utilise véritablement ce que j'appelle le langage du consentement, mais dans un contexte très limité. La Cour dans Chilcotin dit que lorsque l'on a reconnu
le titre aborigène, ce qui a été fait pour la première fois dans le cas des Chilcotin. Donc lorsqu'un peuple autochtone est reconnu comme disposant de ce titre aborigène, alors on doit obtenir leur consentement pour procéder à des projets de développement sur les terres qui sont couvertes par ce titre. Et puis, s'il y a refus de consentir, on peut alors, à certaines conditions, nonobstant ce refus de consentir, procéder au développement, mais le test à ce moment-là est plus rude à satisfaire. Alors, donc ça c'est intéressant. Le problème, donc là, vous voyez ce que je veux dire, là ici la Cour commence à utiliser ce que j'appelle la grammaire du consentement. Donc on reconnaît un droit, le titre aborigène. En vertu de ce droit, on reconnaît les peuples autochtones comme un agent de consentement, ce qui veut dire qu'on doit d'abord rechercher le consentement si l'on veut faire un certain type d'action. Donc ce qui suppose que le peuple autochtone en question a le droit de ne pas consentir, et ce droit devrait être normalement respecté. Si le refus du consentement, on décide que pour des raisons X, Y, Z, eh bien on doit passer outre, on ne peut passer outre qu'en satisfaisant un test de justification plus rude. Bien. Le problème, c'est que le droit en vertu duquel les peuples autochtones sont reconnus comme agents de consentement est extrêmement limité, puisque c'est le titre aborigène. Or, le titre aborigène, le processus par lequel il faut passer pour se le voir reconnaître est extrêmement ardu, puisque il n'a été satisfait qu'une fois par les Chilcotin et sur une portion de terre extrêmement limitée par rapport aux terres ancestrales qu'ils revendiquaient. Par conséquent, on voit bien que la Cour n'accepte d'utiliser cette grammaire que dans un contexte extrêmement limité. À l'opposé de ça, ou en tout cas en contraste, la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones reconnaît les peuples autochtones comme agents de consentement sur une toute autre base que celle du droit de propriété, parce qu'on peut dire que le titre aborigène est quelque chose qui se rapproche de la reconnaissance d'un droit de propriété. La Déclaration des Nations Unies reconnaît les peuples autochtones comme agents de consentement en vertu de sa reconnaissance, ou plutôt de son affirmation du droit des peuples autochtones à l'autodétermination. Et donc c'est une base qui est très très différente et beaucoup plus large, évidemment, puisque on affirme dans la déclaration que tous les peuples autochtones disposent de ce droit à l'autodétermination. Et là, on a évidemment une portée beaucoup plus large, et c'est pas pour rien que les États, dont le Canada, ont dit « Ouh là là, mais ça c'est très différent, c'est pas nécessairement ce qu'on veut, ça peut mener à n'importe quoi, voilà. » Et au fond, ce qu'on voit, c'est que il y a là un litige qui concerne au fond les assises de la reconnaissance des peuples autochtones comme agents de consentement. Et le problème, effectivement, c'est que puisqu'il n'y a pas d'accord sur ce que veut dire véritablement le droit à l'autodétermination des peuples autochtones, ça rend, l'appréciation de ce que signifie véritablement la notion de consentement dans le contexte autochtone extrêmement difficile, puisque au fond, on n'a fait que déplacer finalement le lieu du litige. Alors actuellement, ce qui est intéressant dans les discussions actuelles, c'est que puisqu'il y a un conflit sur les principes sous-jacents, les principes qui fondent cette reconnaissance des peuples autochtones comme agents de consentement, eh bien, on fait ce que Cass Sunstein appelle des incompletely theorized agreements, c'est-à-dire on dit, on va essayer peut-être de s'entendre sur les modalités. Donc on va essayer de s'entendre sur un mode, on va appeler ça le free, prior and informed consent, et on va voir comment on peut le mettre en pratique dans des cas X, Z, W, etc., sans vraiment, voilà, parce que sur les principes, ça a l'air compliqué. Et là, la question de savoir, c'est, alors parfois ça peut marcher, ce que montre Sunstein dans ses textes là-dessus, c'est qu'effectivement, parfois ça marche. On peut s'entendre sur à un niveau plus appliqué, alors que si on creusait les principes sur lesquels on base chacun, vous et moi, cette application, on pourrait s'apercevoir en fait qu'il y a un désaccord énorme, mais au fond, on s'entend sur les modalités, on s'entend à un niveau plus concret, et on
on jette un petit voile pudique sur les principes sur lesquels on ne s'entend pas parce que pragmatiquement, voilà, on arrive à des ententes. Et c'est au fond un peu le pari qui est fait actuellement, ou ce qui est en train d'être testé un peu partout dans le monde. Mais évidemment, pour la philosophe que je suis, ça a un côté un peu insatisfaisant. Et on peut se demander si le conflit sur les principes, finalement, ou le litige, conflit peut-être trop fort, mais le litige sur les principes ne va pas nécessairement rebondir dans certaines conditions où on peut se poser des questions sur savoir, mais est-ce que ces tentatives de s'entendre à un niveau plus pragmatique, ça va bien marcher dans le cas où on a des peuples, des communautés qui ont un rapport de force favorable, parce qu'elles vont être capables de dire, ben nous, voilà ce que ça veut dire pour nous, et vous allez devoir vous asseoir avec nous sur ces termes-là, parce que sinon, ça ne marchera pas. Mais on pourrait dire peut-être que les communautés moins fortes, qui n'ont pas un rapport de force aussi favorable, eh bien pour elles, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Et donc on aura une sorte de principe de consentement à géométrie variable qui pourrait être favorable pour les peuples autochtones qui bénéficient d'un rapport de force plus favorable, et voilà, douteux, on peut dire, dans des cas différents. Et donc à ce moment-là, on pourrait craindre que ce langage du consentement introduit dans la Convention de 169 et introduit dans la Déclaration de 2007 des Nations Unies n'aura peut-être pas cet effet transformateur que l'on pourrait espérer. Mais au fond, ça, on ne peut pas le savoir là maintenant, puisque c'est quelque chose qui fait l'objet de lutte de la part des communautés, des peuples autochtones, et ce que quelqu'un comme moi peut faire, c'est que constater, regarder et analyser. Voilà.